Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, et c'est une faute de goût, je suis l'odieux connard, je suis la personne la plus humble de ce festival, et je m'occupe principalement de raconter des âneries sur Internet, sur le cinéma, Dieu sait qu'il y a des choses à dire sur la société, et accessoirement sur l'histoire. La conférence du jour, vous êtes nombreux, je pense à connaître le principe, ça consiste à raconter 1 heure d'anecdotes débiles sur l'histoire, avec des personnages plus ou moins improbables. Voilà. On est bon ? Heureusement que j'ai pas la pression. Alors, on va commencer en allant sur une période où on n'est pas allé jusqu'ici. On va remonter sous l'Ancien Régime. Et nous allons prendre un personnage qui s'appelle Monsieur. Ok. Laurent Augustin Pelletier de Chambure. Donc on va l'appeler Monsieur de Chambure, qui est un mec malin, parce qu'il s'est dit, je vais naître noble, et je vais naître dans une bonne famille, et sous l'Ancien Régime, c'est nickel, comment ça pourrait merder? Il a donc eu la bonne idée de naître en 1789. Papa, très tôt, rencontre une guillotine. C'est l'amour fou. La guillotine gagne. Et donc il se retrouve sans rien, et sachez que Monsieur de Chambure dira que le peu qu'il a, il va tenter de le garder. C'est un bourguignon, il n'aime pas trop qu'on ait décapité papa, et voilà. Alors comme il n'a pas grand-chose, et qu'il est orphelin de papa, il va aller à l'armée, et il sera formé comme officier. Jusque-là, pas grand-chose à dire, on n'entend pas parler de Monsieur de Chambure. Surtout que ça vous dit rien. C'est normal. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Napoléon va arriver, et il va y avoir un truc qui vous parle pas forcément, Napoléon, c'est un truc assez flou pour beaucoup de gens, c'est des guerres dans toute l'Europe, ça paraît chiant. Et en fait, il y a les guerres en Espagne. Alors les guerres d'Espagne, pour vous faire simple, c'est toute l'Espagne qui a révolté, des armées espagnoles qui se baladent. Dès que les Français se promènent seuls, ils se font égorger dans les champs. Et ils tentent de communiquer de place forte en place forte. Et donc le moindre convoi est une opération risquée. Raison pour laquelle on confie un convoi de munitions à Monsieur de Chambure. Lui et un caisson de munitions et 60 hommes doivent aller ravitailler une place forte française. Les Espagnols la prennent. Les Espagnols décident de réunir 600 hommes par sécurité et de se mettre en position d'embuscade. Ils connaissent le pays. Résultat, le caisson de munitions se retrouve avec des mecs qui tirent dessus, c'est pas très agréable, à 600, pendant que lui et ses 60 gus, ils font « Oh merde !» Monsieur de Chambure, sur son blason, je pense que la devise c'était « Touche à ton cul ». Puisque grosso modo, il dit « Non, t'as déjà pris papa, t'auras pas mon caisson ». Et donc, au lieu d'abandonner le caisson, comme le veut souvent la procédure, où tu te casses le plus vite possible de l'embuscade, il dit « Je vais tous vous buter ». Les Espagnols sont mis en déroute à un compte 10, je le rappelle, par Monsieur de Chambure, qui commence à tous leur démonter la gueule à coups de sabre. Et quand il va arriver à la place forte suivante, non seulement il a le caisson de munitions avec lui en bon état, mais lui est en mauvais état, il est couvert, les mecs disent, il a l'uniforme en sang, il est couvert de coups, il dit « Caisson de munitions, ils ont pas touché ». Ok, c'est bien, Chambure, t'as l'air en forme comme garçon, donc Monsieur de Chambure, par la suite, il va se rendre à Ciudad Rodrigo, où en bon bourguignon, il va dire j'aimerais bien me taper un petit bœuf bourguignon, c'est normal, c'est bon. Ignorez-le. Il fait l'intéressant, mais c'est parce qu'il jalouse mon succès. Et donc, en 1810, il va vouloir ce fameux bœuf bourguignon, et il se trouve que le malheureux, on lui apprend qu'il n'y a pas de bœuf. Ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Espagnols ont volé le convoi de bétail. C'est mon bœuf bourguignon. Monsieur de Chambure sort en terrain hostile, part, et quand il revient, Monsieur de Chambure ramène avec lui 40 prisonniers français libérés. Le convoi de bétail, parce qu'il l'a trouvé. 50 prisonniers espagnols qui font « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et en plus, les officiers font « Oh merde !» Il a ramené les commandants de l'armée espagnole qui avaient ordonné la saisie. Les mecs, ils voulaient juste voler du bœuf. Quoi, putain, mais comment il a fait ça? Maintenant, je veux mon bœuf bourguignon. D'accord, tu l'auras. Donc, faut pas toucher aux affaires de Monsieur de Chambure. Non, franchement, c'est un peu le Albert Roche de l'époque, si vous voulez. C'est ouf. Waouh. Mais attendez, parce que c'est pas fini. La même année, les Espagnols décident d'encercler Ciudad Rodrigo en disant l'autre taré, il est là-dedans.
Il sortira plus. Le patron de la place dit « On doit porter un message à Salamanque. Salamanque est à 100 km. Il faut qu'un cavalier traverse plusieurs milliers d'hommes avec le message et la porte à Salamanque. Monsieur de Chambure, c'est mon message. Tu touches à ton cul. » On confie le message à Monsieur de Chambure, qui fait une sortie accompagné de 300 cavaliers. C'est un cavalier. Les Espagnols alignent 3000 hommes. Un compte 10 déjà fait. Les Espagnols se font percer leur ligne d'infanterie. Leurs canons se prennent des coups de sable dans la gueule. Ils décident de lancer la cavalerie à la poursuite de Monsieur de Chambure et appellent du renfort. Durant 15 heures, sur la route de Salamanque, l'armée espagnole va se faire repousser par Monsieur de Chambure, qui arrivera sur place avec 100 cavaliers sur les 300 partis. Ils diront, couvert de sang, il s'est pris une balle dans la cuisse, il est dans l'état lamentable, message. Et les Espagnols genre, mais non, mais dégueulasse ce que tu fais quand même, t'as pas le droit. Et là, Monsieur de Chambure rentre dans la légende. C'est-à-dire que la légende de Monsieur de Chambure commence à courir dans les armées françaises, qui est un mec à un compte 10, il vous prend tous. Mais l'Espagne, là ça marche. Mais l'Espagne, c'est pas vraiment une guerre à l'avantage de la France, et il y a des problèmes sur d'autres fronts. C'est ainsi qu'en 1813, enfin excusez-moi, en 1810, en 1813, à Danzig, il y a un siège, et l'armée russe vient de commettre une terrible erreur, elle vient d'encercler Monsieur de Chambure. Mauvais plan, les mecs. Alors, ils l'encerclent, ils font tirer du canon, et une nuit, un boulet de mortier explose à côté de la chambre de Monsieur de Chambure, qui le réveille. Monsieur de Chambure a le bon réflexe, il se jette sur du papier et une plume, et il va écrire une lettre. Il sort, il rassemble des hommes qu'il venait de sélectionner lui-même, il en a 100. Il appelle ça la Compagnie des Braves. Elle n'a pas encore servi, hein. Elle aura un nom de surnom par la suite. Il leur lit la lettre, il leur dit « C'est le moment de jouer au courrier, on y va ». 100 Français sortent, attaquent 600 Espagnols qui tenaient les canons et les mortiers, les mettent en déroute, on a une gravure où on le voit en train de foutre une branlée à tout le monde, et dépose sa lettre dans le mortier qui lui a tiré dessus, sur laquelle on peut lire « Écrit 15 minutes avant ma sortie, vous venez de me réveiller, ne réveillez jamais un lion qui dort. PS, à chaque fois que vous me réveillerez, je ressortirai. » Au passage, il encloute les canons, c'est-à-dire qu'il enfonce des clous dans les orifices pour allumer les mèches, ce qui oblige les canons à repartir à la forge pour réparation. Donc, les Russes sont là genre « Putain, tu fais chier, toi !» Mais les commandants russes disent « C'est du bluff. » On va encore tirer, et on va lui tendre un piège. Plus d'hommes, plus de canons, et là, s'il sort, on en fait du pâté. 2 jours plus tard, fortifications sont installées, ils tirent sur la ville, pas de Français qui sortent. Les Russes, c'est gagné. Et là, ils entendent une explosion derrière eux. Ils se retournent. Les villages contenant le ravitaillement des Russes sont en train de brûler. Monsieur de Chambure vient de descendre discrètement sur le fleuve. On l'a réveillé, il avait promis. En bateau. Il est arrivé, il a mis des bateaux, il a égorgé les sentinelles. Il y avait 2000 Russes sur place, ils sont 100, je rappelle. Hein. La compagnie, qui gagne le surnom de l'Infernal, attaque, met en déroute les Russes, brûle tout ce qu'ils trouvent. Et quand ils ont fini, ils retournent au bateau. Et là, ça vous rappelle, c'est un peu le thème du festival. Il y a une tempête, il n'y a plus de bateau. Bon, bah, faut rentrer à pied. Et l'armée russe entre nous, ouais. Les Russes sont attaqués à revers par cet homme mené par Monsieur de Chambure. À 8h du matin, il a regagné Danzig. Il va dire, putain, mais le jeu, c'est que vous devez essayer de sortir, pas essayer de rentrer. Bon, faux. Et maintenant, je veux un bœuf bourguignon du matin. Les Russes diront, c'est un coup de balle. On va retenter. Ils retenteront 10 fois. Par 10 fois, ils perdront des canons. Et jamais ils n'auront Monsieur de Chambure. Soit dit en passant, Monsieur de Chambure a fait une sortie où il lui avait tendu un piège. Il y avait 600 mecs qui l'attendaient dans une autre fortification. Bon, il a dit, bon bah, raconte 6, c'est facile, hein. Donc il l'a prise, les mecs sont repliés sur une fortification plus forte, ils l'ont prise, donc c'est, voilà. Comme dans une autre histoire que j'ai racontée, les mecs ont arrêté de se replier, ils ont compris que le mec, il prenait Moscou dans la foulée. Calme, Monsieur de Chambure. Mais le siège se termine, et les commandants disent, Monsieur de Chambure, il est temps de se rendre, et Monsieur de Chambure est un homme d'honneur, il se rend. Il part en captivité. On n'entendra plus parler, et puis, fin de l'histoire. Sauf que, en 1815, Napoléon revient, et les Suisses envoient une troupe en France qui brûle un village et fusille le maire. Tout va bien. Les Suisses, pas de contrepartie, ils ne souffrent pas. Hein. Mais 2 jours plus tard, au fin fond de la Suisse,
Il y a un bourgmestre qui est dans son lit, qui est réveillé, avec un canon sur la joue. Et un mec fait « Salut, c'est Monsieur Tchambur. J'ai un message pour toi, parce que j'ai pas trouvé dans quel mortier il fallait que je le dépose, alors je t'explique. » Et donc, on a la copie de la lettre qu'il a déposée, qui dit « Au commandant de l'armée suisse, si vous brûlez encore un seul village, je crame votre putain de pays. Et comme je suis chez vous, c'est la preuve que je sais le faire. » Donc grosso modo, les mecs, ils ont le script de Taken qui arrive en avant-première, genre « Durant une longue carrière, j'ai développé un certain nombre de compétences très particulières. Alors tu vas laisser les villages. » Les Suisses arrêteront de brûler des villages. Ils vont dire « Bon, écoute, lui, on en a entendu parler, apparemment, si tu le chauffes, il est chaud patate. » Monsieur Chambur repasse la frontière. Et là, il s'arrête pour son bœuf bourguignon. Et il y a un paysan français qui dit « Pas de bœuf, monsieur ?» Ils sont où? C'est les Suisses, ils les ont volés. Monsieur de Chambur envoie une seconde lettre au commandant de l'armée suisse, disant « Le bœuf, il a intérêt à revenir avec tous ses potes et en entier, sinon je crame ton putain de pays. » Alors on ne sait pas si les bœufs sont rendus, mais la Suisse existe encore. On peut donc en déduire que Monsieur de Chambur, jusqu'au bout, aura été efficace. Sachez que Monsieur de Chambur, hélas, avec la chute de Napoléon, est accusé par les royalistes d'être un criminel et on lui promet la guillotine. Monsieur de Chambur va donc devoir quitter la France et partir à Bruxelles, où il se renseigne quand même sur ce qu'on lui reproche, et ce qu'on lui reproche, c'est d'être un voleur. Alors il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que moi, un voleur? Je crois que t'as pas compris dans quel sens ça se passe, en fait. Et on dit, voilà, à la fin de la guerre, vous avez arrêté 2 officiers britanniques. Vous les avez dépouillés, et pour cette raison, vous êtes un criminel, Monsieur de Chambur. Donc vous ne pouvez pas rentrer en France, et d'ailleurs, vous êtes un lâche d'être parti. Monsieur de Chambur dit, ok, tu veux jouer à ça. Il envoie une lettre qui paraîtra dans le Morning Chronicle, disant aux 2 officiers anglais que j'ai attrapés, pouvez-vous dire que je suis gentil? Les mecs se sont peut-être sortis menacés de mort, mais bon. En fait, un qui va lire le journal et dire, putain, mais non, c'est pas possible qu'ils accusent ce gars-là. Et donc, il va retrouver son pote, et ils vont tous les 2 écrire au tribunal français en disant, ce qui s'est vraiment passé, c'est que nous avons été dépouillés par les hommes de Monsieur de Chambur qui ont volé notre caisse d'argenterie. Ces hommes étaient d'autant plus sensibles à ce pillage qu'il faut savoir qu'ils n'avaient pas été payés depuis des semaines. Donc ils ont volé la caisse. Les officiers ont porté plainte auprès du commandant, Monsieur de Chambur, qui a dit « C'est mes prisonniers, c'est leurs affaires. Qui a touché à tout ça ?» Les hommes de Monsieur de Chambur ont rendu la caisse immédiatement en disant « Non mais, tu sais, on préfère pas être payé que... Hein, voilà, mais reste calme, s'il te plaît. Hein, voilà. » Et donc ils ont récupéré la caisse, ce qui fait que Monsieur de Chambur se constitue prisonnier avec ses preuves, et il a même les recommandations des officiers britanniques qui disent c'est grâce à lui qu'on a survécu dans une période difficile, parce que tous les gens qui ont voulu nous faire chier, Monsieur de Chambur est apparu en disant « Qui veut un coup d'espingole dans sa gueule ?» Donc c'est bien Monsieur de Chambur, on va rester un peu... Donc voilà, et sachez que Monsieur de Chambur est rentré en France, a été gracié, est resté au chômage fort longtemps, raison pour laquelle des artistes ont peint cette fameuse gravure. On peut voir un homme, le bras blessé, déposant une lettre dans un mortier russe. Et en disant, mais c'est pas possible que cet homme soit comme ça, sans emploi, et qu'on n'en fasse rien, c'est un putain de génie. Et j'en profite pour vous dire qu'une nuit, les Russes ont mis un coup de baïonnette à Monsieur de Chambur. Et que le Russe qui a mis le coup de baïonnette, il a eu un petit souci. Tu sors ça de moi tout de suite. Haché. C'est bien, il y a des réflexes. Et voilà, alors, Monsieur de Chambur, hélas, pour ceux à qui j'ai déjà raconté l'histoire d'Albert Jacquat, a une fin similaire, c'est-à-dire qu'il est vaincu par la seule chose à laquelle on ne peut pas péter la gueule à coups de poing, la maladie. Choléra, il meurt à l'âge de 43 ans, seulement, alors qu'il a été fraîchement rappelé à l'armée en tant que conseiller d'état-major. Et sachez que si vous voulez voir Monsieur de Chambur, bon, il y a quand même des choses à voir. Si vous passez par Paris, il y a un petit monument qu'on appelle l'Arc de Triomphe. Si vous regardez en bas du pilier S, vous verrez écrit en très gros « Chambur ». Et donc, il n'a pas eu d'enfant. Il n'a pas eu de descendance, donc fin de l'histoire de Monsieur de Chambur, mais sachez qu'encore aujourd'hui, Monsieur de Chambur, ça reste un nom sur un de nos monuments nationaux, et on sait à peine qui c'est. Voilà. On va rester sur la période, parce que maintenant que j'ai réussi à vous intéresser un peu à un truc napoléonien, ce qui n'est pas toujours facile, hein. On va raconter une autre histoire, qui est une histoire un peu plus bête, à savoir que tout commence en 1814 à la bataille dite d'Eylau, qui est une bataille contre, excusez-moi, en 1807, je vous dis des bêtises, donc à la bataille d'Eylau, qui c'est contre les Russes, encore une fois, où il y a un petit problème, c'est que Napoléon a demandé à un de ses régiments, qui est le 14e d'infanterie de ligne, donc c'est des fantassins quoi, de tenir une colline, et les Russes ont manœuvré et encerclent la colline.
Ça paraît très mal barré pour eux. Et donc, on va demander à cette troupe d'essayer de se frayer un passage pour regagner les lignes françaises. Sauf qu'à l'époque, pas de radio. Donc comment faire pour passer le message? Les officiers de l'époque ont à leur côté une queue leu d'officiers à qui on confie un message, le mec part en courant, message suivant, le mec part en courant, etc. etc. Donc il faut faire la queue et chacun s'expose de manière égale au danger. Donc là, il dit bon, il faut quelqu'un passe les lignes russes et apporter le message au 14e d'infanterie qu'il faut qu'il dégage et vite. Il passe le message à son premier officier, le premier officier s'élance et se fait massacrer par les Russes. Donc il dit bon, bah, faut recommencer, hein. Deuxième officier commence à suer un peu fort, quoi. On dirait le début d'une blague avec les mecs là, qui font le truc avec eux. Bah, le deuxième, il lui arrive la même chose, il fonce, il tente de mettre 2-3 coups d'épée, il s'en tire mieux et il crève. Troisième officier, il s'appelle Marbeau. S'il a un nom, c'est forcément que je vais vous en parler. C'est comme les autres s'appelaient Jean-Jacques, hein, comme dans les films. Et donc Marbeau, on lui dit voilà, il faut que tu portes le message, et Marbeau s'aperçoit que les autres ont commis une erreur. C'est qu'ils ont tiré leur arme, ce qui veut dire qu'ils n'étaient pas concentrés sur le fait d'aller le plus vite possible et ils sont potentiellement arrêtés pour échanger des coups avec les Russes, donnant aux Russes l'opportunité de leur faire bobo. Marbeau range son arme à son cheval qu'il a fraîchement acheté et part comme un foutu lièvre droit vers le 14e d'infanterie. Ce qui va se passer est un petit peu ridicule, c'est-à-dire que les Russes voient un mec qui arrive à fond et le temps qu'ils chargent leurs armes pour tirer dessus, le mec est déjà passé, et donc ils disent « rentre derrière, tirez !» Et le rentre derrière fait « rentre derrière, tirez !» Et en fait, tous les rangs vont se passer le message. Jusqu'à ce que notre brave Marbeau arrive au 14e d'infanterie, c'est bon, ils n'ont pas tiré, ils sont cons. Bon. Donc le 14e fait « c'est bien, bon !» Et le 14e, c'est hélas fait massacrer, il y a encore des hommes debout, ils continuent à se battre, et le sous-officier qui commande le 14e, et donc les autres sont morts, dit « bah écoute, il faut au moins que tu prennes notre règle et que tu te barres, nous on va crever ici, c'est terminé. » Donc, il prend l'aigle, on le brise pour qu'il puisse le porter parce que c'est un cavalier et que c'est lourd, un étendard. Et hélas, à ce moment-là, il y a un boulet qui arrive droit vers la tête de Marbeau. Les boulets, ça pique, mais Marbeau se le prend dans le casque. Et en fait, ça le projette en arrière et il se prend un coup avec la jugulaire de son casque. Résultat, il s'effondre son cheval avec du sang qui coule des yeux, du nez, des oreilles et il est paralysé. C'est embêtant. Les Russes se rapprochent, commencent à massacrer le 14e, attaque Marbeau qui n'a plus moyen de se défendre et il y a un des Russes qui met un coup de baïonnette à Marbeau et puis ils s'aperçoivent qu'ils ont du mal à le faire tomber de son cheval, donc ils décident de mettre un coup de baïonnette au cheval et le Russe qui fait ça, il voit sa vie qui défile. Bah, d'habitude ça fait pas ça quand même. Notre Russe, c'est pas du tout Marbeau le héros de cette histoire, c'est Lisette, la jument de Marbeau. Vous aimez l'équitation, vous allez en avoir. Marbeau avait besoin d'un bon cheval, mais n'avait pas beaucoup d'argent. Il est donc allé à Paris, on lui a dit « Tu peux prendre cette jument, ma fille n'en veut plus. » Ah bon, pourquoi? Elle lui fait peur. Une jument qui fait peur, elle mord. Ouais, et ah bah ils ont vite vu. Marbeau, durant la campagne, quand il emmenait son cheval jusqu'à la bataille, il y avait un voleur de foin qui attaquait les écuries françaises la nuit, et dès qu'on mettait des gardes, le mec savait reconnaître les gardes et restait à l'écart. Donc une nuit, il a juste laissé Lisette détachée. Au matin, enfin dans la nuit, ils ont été réveillés par des hurlements. Lisette est en train de bouffer le bide du mec. Elle lui bouffait le bide, je répète. Il y a eu des questions au premier rang. Comment Marbeau faisait-il pour chevaucher pareil cheval? Eh bien, accidentellement, il a trouvé un moyen de calmer son cheval. C'est qu'un jour, un domestique lui a apporté un gigot. Le cheval était pas loin, il a tenté de bouffer le gigot, il s'est brûlé, et du coup, il avait peur du domestique. Résultat, Marbeau est arrivé avec son gigot, il a fait « Mords-le !» Elle s'est brûlée. Résultat, elle le respectait. Mais ce Russe est venu sans gigot. Alors, il lui met un coup de baïonnette, le cheval se tourne, genre. Et, d'après le témoignage, elle lui a bouffé le visage. D'un coup de dent. D'un seul. Faisant que les mecs ont vu un mec reculer sans visage, et donc tous les autres sont regardés en disant « Oh, c'est quoi ce cheval ?» Donc, Marbeau, paralysé, son cheval, fait « Ok, bon... » Et le cheval commence à se tracer dans les lignes russes. Un Russe qui n'était pas au courant, il était plus loin, tente de s'interposer. Bon, ben, elle le chope par le bide et elle le traîne. Le reste de l'armée russe s'écarte pour laisser passer Marbeau, parce qu'ils ont peur de cette putain de jument. Résultat, Marbeau, paralysé, incapable de combattre, va battre l'armée russe. Le 14e, bon, lui, il se fait massacrer, j'en suis désolé, mais Marbeau s'en tire, et Lisette, qui est quand même blessée parce qu'elle l'a pris, son coup de baïonnette, va se traîner plus loin, et à un moment, Marbeau tombe, et Lisette s'effondre.
Marbo est tout noir à ce stade de notre histoire parce qu'il a le sang qui circule plus très bien en fait. Il y a un pilleur de cadavres qui va s'approcher, qui va prendre les affaires de Marbo, qui va repartir dans le camp français parce que tant qu'à faire, c'est là qu'on peut vendre. Et il y a le domestique de Marbo qui fait « Ah mais c'est les affaires de mon maître, bon déjà saloperie de pilleur, ça oui, mais est-ce que tu pourrais au moins m'emmener à l'endroit où il est mort ?» Donc on l'emmène et il s'aperçoit que putain Marbo il est tout noir mais il est vivant. Donc bon, on va le ramasser et en fait il y a Lisette qui s'est relevée entre temps et qui a essayé de bouffer tous les autres pilleurs de cadavres qui s'approchaient de son maître. Mais là où c'est bien, c'est qu'elle en a passé qu'un seul tant qu'elle a été évanouie, et c'est comme ça qu'il est sauvé. Parce que sans le pilleur de cadavres, le domestique n'aurait jamais su où était son maître et il était mort. Résultat, Marbo a survécu et est devenu l'un des plus grands officiers de l'Empire. Alors que Lisette, sachez-le, a survécu aussi. Mais ayant perdu beaucoup de sang, c'était plus la même, elle était beaucoup plus calme. Alors on l'a renvoyée à Paris, où une dame l'a achetée. Et de toute sa vie, elle n'a jamais su qu'elle chevauchait le cheval le plus dangereux de toute l'armée française. Alors, on va repartir un peu plus loin dans des périodes qu'on a déjà évoquées, puisqu'on va aller en 1942. Mais on ne parle pas de nazis. Ça ferait pas un bon titre. Bon. On ne parle pas de nazis. Bon. Alors, revenons à nos moutons. Février 1942, sachez qu'il se passe un truc un peu mystérieux, c'est que les Japonais sont taquins. Le Japon n'ayant pas encore inventé le manga, il faut bien s'occuper, donc ils tentent d'envahir le Pacifique Sud. Ah, c'est japonais. Bref. J'ai pas de joueur du grenier pour hurler Japon dans ces cas-là, mais ça serait bien. Et donc, ils vont envahir l'Indonésie, qui à cette époque, ce sont les Indes orientales néerlandaises, donc tenues par les Néerlandais, car vous êtes très forts. Et il se trouve qu'il y a un petit problème, c'est qu'on n'est pas très longtemps après Pearl Harbor. La flotte américaine, c'est pas ça. La flotte britannique, elle a déjà fort à faire avec ce qui se passe sur place. Et les Japonais ont encore une flotte très grosse et très expérimentée. Résultat, les Néerlandais apprennent qu'il y a un convoi de débarquement, c'est la saison, qui s'approche de l'île de Java et qui est escorté très lourdement par la flotte japonaise. Les Alliés disent on va réunir tout ce qu'on peut pour tenter de stopper. On va réunir les navires américains du secteur, les navires anglais, les navires néerlandais, les navires australiens, et on y va. Les mecs y vont et se prennent la branlée du siècle. À savoir que... Là, il a raison, il a réagi plus vite. Et ce parasitage de conférence... J'en profite, YouTube, c'est Black Graveleux, c'est pas moi, c'est Astronogeek. Moi, je suis subtil, pas lui. On y revient. Donc, la flotte en fait japonaise va vraiment tomber sur la flotte alliée qui ne peut rien faire. Ils ne sont pas coordonnés. La flotte japonaise est très puissante et très organisée. Et en fait, l'escorte est tellement en forme qu'elle dit bah écoute, on va les poursuivre. Ah oui, donc quand même. Bon. Donc, les navires alliés sont poursuivis et se font éclater pour ceux qui tentent de fuir. Et il y a un message radio qui part qui dit à tous les navires du secteur, faut dégager, la flotte japonaise est là et la bataille navale est un échec, donc cassez-vous, revenez le plus vite en Australie. Ça va être capté par un navire qui s'appelle le H... Alors, je ne vais pas dire de bêtises parce que c'est nos amis néerlandais, donc c'est le Abraham Crimsen. Et il se trouve que ce petit dragueur de mine, il voit deux navires qui sont avec lui qui disent « Ok, on part devant ». Ah bah les navires, ils partent. Et sur la radio, ils entendent « Oh merde, les Japonais !» Et 10 minutes plus tard, il n'y a plus rien. C'est chaud. Eux, ils sont amarrés près d'une petite île. Et ils se disent, bah, si on reste près de l'île, les patrouilleurs japonais vont nous trouver, on est mort. Si on s'éloigne de l'île, les Japonais vont nous trouver, on est mort. Donc, qu'est-ce qu'on fait, commandant? Commandant dit, on va se déguiser en île. Mais genre une île? Ouais. Vous descendez à terre, l'île près de laquelle on est, vous coupez des arbres, on va les accrocher tout le long du bateau. Le reste, vous mettez de la terre et des fougères, et tout ce qu'on ne peut pas peindre, on va le peindre en cailloux. Okay. Si vous cherchez Abraham Crimsen sur... Alors, c'est pas facile, mais le bateau qui s'est déguisé en île, si vous le cherchez sur Google, il y a des photos. On peut voir que quand il est devant une île, on ne le voit pas. Le camouflage est parfait. Mais le problème, c'est qu'il faut rester immobile. Parce que les îles aux dernières nouvelles... Bon. Enfin, je ne suis pas un expert, hein, mais ça bouge pas trop. Alors, les Japonais s'approchent, et effectivement, les gars voient toute la flotte, disent « Putain, pourvu que le camouflage tienne », et les Japonais ne voient rien. Genre, je pense que les marins ont dû faire « Piou, piou, je suis un oiseau exotique ». Oui, c'est bien une île, c'est bon. Et là, les mecs se disent « Bon, maintenant, il faut qu'on bouge, il faut qu'on regagne l'Australie ». Ah oui, c'est loin quand même, parce que ça fait quelques kilomètres. Donc, ils disent « Bah, ok, on mettra le moteur que la nuit, tout doucement, et on va s'avancer au milieu de la flotte japonaise en se faisant passer pour une île. » Tous les matins, ils coupent le moteur, l'île s'arrête, les Japonais passent autour et sont persuadés que c'est une île.
À chaque fois, ils font, mais putain, mais cette île, elle était pas un peu plus à gauche hier matin, là Sans déconner, sur la carte, en plus, je la vois pas bien. Les mecs à bord étaient genre... Durant un mois, les Japonais ne repéreront jamais cette putain d'île qui parle néerlandais. Qui se faufile entre eux, très tranquillement, et qui finit par gagner le large, genre c'est bon, ils sont loin, feu. Ils foncent. Alors je vous cache pas que la gueule des Alliés, quand ils sont arrivés vers le port d'Australie, genre, c'est quoi ça? Nous sommes une île qui parle néerlandais, ne tirez pas. Les mecs ont survécu, les mecs sont arrivés là-bas, et sachez que ce navire a même survécu à la guerre, et qu'aujourd'hui, ça vous intéresse, alors il n'y a plus le camouflage dessus, mais il existe encore, si vous avez tout au nord des Pays-Bas, vous pouvez retrouver ce navire qui a été conservé, genre c'est la seule fois de l'histoire où on a fait passer un bateau pour une île, et que ça a marché, bordel. Et donc il est exposé au musée de la marine des Pays-Bas, et comme quoi, effectivement, les Russes les plus connes, bah, des fois, bah, ça marche bien quand même, donc bravo. Alors, qu'est-ce que je vous raconte après? Ah oui, ça c'est important. Alors, dans mes précédentes conférences, je n'ai que très peu parlé de femmes. Et je sais que quand on vous parle de femmes en guerre, vous pensez résistance, mais on va aller un cran plus haut. On va parler bottage de cul. Nous allons parler de Anna Yegorova, qui, comme son nom l'indique, n'est pas française, mais plutôt du côté soviétique de la force. Il faut savoir que Anna est née dans une famille ouvrière d'un petit bled de Russie avec 15 frères et sœurs. Papa était le Stakhanov, on lui a dit faut être productif, il a été productif. On lui a juste pas dit où. Bon, ça arrive. Titre. Il vieillit, hein. Donc, il se trouve qu'elle peut faire des études, et donc elle va partir à Moscou, où elle va faire différents métiers, parmi lesquels elle va atteindre le métier qu'elle voulait faire, elle va devenir instructrice dans une école de pilotage. Sauf qu'évidemment, un monsieur moustachu, aux alentours de 1941, qui n'est pas Staline, un indice au bas de votre écran, décide d'envahir l'URSS. Et donc on va tenter de mobiliser du monde, et Anna se porte volontaire pour partir au front. Elle dit ah, je sais piloter, ça tombe bien quand même. Mais oui, ça tombe bien. On va donc te confier un avion qui pue. C'est gentil, c'est bien. Ah oui, t'es quand même une femme, hein, faut te le rappeler. Donc Anna va piloter un PO2. Le PO2 est un petit biplan de l'entre-deux-guerres. Donc les biplans, je ne vous cache pas qu'à l'époque où on vole avec des gros avions de chasse en métal, c'est pas trop ça. Mais les biplans de l'époque, sachez-le, ils avaient un avantage, les PO2, c'est qu'ils volaient très lentement. Ça peut être un avantage parce qu'ils planaient très facilement et ils étaient très maniables. Ce qui fait que, par exemple, au-dessus de Stalingrad, il y avait une escadrille qui n'avait que des PO2, qui s'appelait les Night Witches, donc les sorcières de la nuit, qui étaient nommées ainsi parce qu'elles embarquaient des bombes, elles allaient au-dessus de Stalingrad à basse altitude, elles coupaient les moteurs parce que l'avion pouvait planer, et donc tout ce que les Allemands entendaient, c'était tout d'un coup le vent qui se mettait à siffler, et puis des grenades qui leur tombaient sur la gueule, donc c'est toujours un peu gênant. Donc ils ont fini par dire, mais c'est des sorcières sur des balais qui nous tombent dessus. Da. Et on lui confie cet avion, mais elle, pour elle, pas de mission de nuit, elle devra voler en plein jour, elle devra s'approcher au maximum des lignes ennemies, puisque sa mission c'est de faire de la reconnaissance. Elle doit donc voler très près de l'ennemi, tenter d'esquiver d'éventuels avions qui lui tomberaient dessus, d'éventuels coups de canon, et c'est un métier risqué. Et c'est dommage pour elle, parce que durant une de ses premières missions, elle est chargée d'aller apporter un message qu'on ne peut pas transmettre par radio vers le front. Elle y va, et là il y a un avion allemand moderne qui lui tombe dessus. L'avion passe, l'avion tire, l'avion explose le moteur. Le moteur prend feu, je vous rappelle que l'avion est en partie en toile. L'avion prend feu. Donc c'est une torche qui s'écrase au sol avec Anna à bord, puisque l'avion volant trop bas, pas de parachute. Donc elle s'écrase. L'histoire pourrait paraître un peu courte si je m'arrête là. Mais en fait, le pilote allemand va voir que de la boule de feu, il y a une nana qui sort, qui a mis en feu. Donc il dit bon, je vais faire un passage pour la mitrailler quand même, ce qui n'est pas très sympa. Il tente de la mitrailler, il rate, elle finit par arriver à aller se cacher. Et une fois qu'elle est planquée, l'avion tourne, puis comprend que le reste de l'aviation russe, car oui, ils avaient une aviation durant la guerre, on n'en parle pas souvent, mais oui, risque de lui tomber dessus, donc il se casse. Résultat, Anna, qui est à moitié brûlée, qui est dans un état lamentable, marche avec son petit message, façon Monsieur de Chambure, va droit au QG de l'officier qu'elle devait voir, qui est en pleine bataille, et le mec voit arriver une pilote qui lui dit bah, « je me suis écrasé, puis au passage, j'ai brûlé ». Oui, ça se voit, enfin, il faut vous allonger maintenant, madame, là, parce que ça va pas du tout. Donc, elle apporte le message et tout le monde dit ok, celle-là, elle en veut, on va la transférer. On la transfère au 8e régiment d'attaque au sol, équipé d'Ilyushin 2 Sturmovik, un avion très gros, les connaisseurs savent, un avion plutôt gros, plutôt lourd, plutôt bien armé, qui est surnommé le char volant.
Et c'est une femme, on lui demande de faire ses preuves, bah elle va les faire. Parce que là où, pour beaucoup de pilotes, au bout de 10 missions, on est mort, elle va en enquiller 277. Elle a une des plus grandes longévités de l'aviation russe, pour être très clair. Et en plus, elle a un principe, c'est qu'elle a compris quelque chose, que les Allemands ont compris aussi, c'est que le chef d'escadrille doit toujours voler devant, pour montrer l'exemple à ses hommes. Donc elle est promue, elle devient chef d'escadrille, elle vole toujours devant. Les Allemands le savent, c'est toujours le premier avion qu'ils vont tenter d'abattre, car sans chef d'escadrille, potentiellement, l'escadrille peut se débander et se replier vers la base. Elle va faire des petits miracles, elle va abattre du char russe, du char allemand, des canons allemands, elle va faire un sacré boulot, et puis il se trouve que le 20 août 1944, pas de bol pour elle, elle attaque une position, et il y a un canon de 20 mm allemand qui la centre bien, qui tire, et donc ça fait une rafale, la rafale touche le moteur prend feu, les instruments explosent. Donc, le cockpit est en bonne partie endommagé. Sous elle, elle a une plaque blindée, elle encaisse le coup. Derrière elle, elle a un mitrailleur arrière, le mitrailleur est pulvérisé. Donc je vous cache pas que dans le cockpit, l'ambiance est un peu sale. Et en plus, elle se prend de l'huile dans la gueule. Donc elle va s'écraser, et elle se dit, si j'essaie seulement de me barrer vers la base, tous mes hommes vont se débander. Parce que je suis le chef d'escadrille, donc je dois refaire un passage. Donc elle va tourner, après avoir réussi à vider quelques munitions, se représenter dans la même position pour montrer à ses hommes que jusqu'au bout je n'abandonne pas, et il y a le même canon qui remet une rafale et son avion explose. Elle est propulsée hors de l'avion, qui est transformé en boule de feu, mais elle n'a pas de parachute, elle vole trop bas. Elle s'écrase, les Allemands se précipitent et tombent sur une nana qui tente de sortir son arme alors qu'elle a la colonne vertébrale capoute et que tous ses membres sont brisés. Elle est faite prisonnier. On va l'emmener dans un camp, on lui refusera les soins. Et puis on se dit, c'est suspect quand même une femme chef d'escadrille, on va la torturer. Elle est torturée par les SS, et comme c'est la seule femme du camp, ses camarades tentent même de lui apporter des soins, ils y arrivent en cachette, certains sont abattus, d'autres sont torturés pour l'avoir aidé, enfin c'est pas une ambiance très sympa. Hein. Et puis, 1945 arrive et les chars russes approchent du camp. Les SS abattent quelques prisonniers, mais pas elle, et se cassent. Et elle peut se tenir debout. Elle est recueillie par les Russes qui disent « Bienvenue, camarade, mais tu t'es rendu. » Camp de prisonniers. Donc elle part chez les Russes, et les Russes disent « C'est suspect une femme seule dans un camp. C'est peut-être une espionne, vous savez quoi? On va la torturer. » Elle est envoyée dans un camp où il y a le NKVD, la police secrète russe, qui s'occupe de la torturer durant 10 jours. Elle n'a jamais parlé, ni au SS, ni au NKVD, mais le 11e jour, elle pète la gueule au garde qui vient la chercher. Elle se fera un chemin jusqu'au bureau du colonel du NKVD, elle n'a pas d'arme. Elle se présente et elle dit « Bon bah butez-moi, mais arrêtez de me torturer. » Le mec dit « Ok, mais t'es qui? Je suis Anna Igorova et voilà, j'ai fait la guerre et je trouve ça dégueulasse ce que vous me faites. » Il dit « Mais vous êtes morte? » Pardon? Bah, tout le monde vous a vu tomber d'un avion en flammes. Personne ne peut survivre à ça. Et les gars s'aperçoivent et disent « Mais attendez, mais Staline a remis la décoration d'héroïne de l'Union soviétique en personne, à titre posthume, à Anna Igorova, vous pouvez pas être elle. » Et donc les mecs s'aperçoivent qu'ils viennent de torturer une héroïne de Staline comme des cons. Alors, je vous cache pas que les mecs, il y a eu quelques petits bruits de paix ce jour-là. Elle est relâchée sur le champ. On fait des rapports disant oui, mais quand même, elle était un peu suspecte, on avait un peu raison, hein, les gars, qu'on avait raison de la torturer un petit peu. Et sachez que Anna Igorova, qui a donc fait plus de missions que la plupart des pilotes russes, qui a fait plus de dégâts que la plupart des pilotes russes, qui a survécu à 2 avions qui ont explosé sous elle, s'est écrasée, a été torturée par les 2 camps, celui pour lequel elle se battait et celui contre, est morte en 2009. Donc, bien joué. Voilà, pour info, j'ai repris le chiffre, elle avait 93 ans quand elle est morte, donc bravo mamie. Hein. Alors, je vais vous reparler bateau, et je vais vous parler du bateau champion du monde. On fera jamais mieux. C'est le USS William D. Porter. Ce petit navire, c'est un navire américain, lancé en 1942, ce qui vous fascine, qui est envoyé à l'entraînement, jusque-là tout va bien, c'est un destroyer, il est chargé de l'escorte de navires plus gros et d'éventuelles chasses aux sous-marins. Et sa première mission, c'est en 1943, et l'équipage est tout excité, parce que la mission, c'est pas rien. Il doit escorter l'USS Iowa, un gros navire de guerre américain, qui se dirige droit vers l'Afrique du Nord avec à son bord le président Roosevelt. Rien que ça. Donc les mecs sont là genre, ouais, trop bien, une grosse mission pour commencer, ça va être trop super. Ils sont tellement excités que quand ils sortent du port, bon bah, ils manœuvrent mal, bon, ils rayent le navire d'à côté,
Il éclate les bateaux de sauvetage de celui de l'autre côté. Il fait pardon, non, ça c'est mon encre, merde, non, mais j'ai pas regardé mes rétros et tout. Enfin, pardon pour ta peinture, je le ferai plus. Bon, bref. Il sort du port, et les autres navires qui font putain, mais t'es trop con, quoi. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Puis en plus, n'oubliez pas, il y a silence radio à partir de maintenant. Ah, on n'a plus le droit de m'engueuler. Et donc, ils partent en mer. Silence radio parfait, parce qu'il ne faut pas que les sous-marins allemands puissent entendre que le président des États-Unis est en vadrouille. Et donc, pas un bruit. Et puis en plein milieu de l'océan, grosse explosion. Pardon, c'est nous, on a merdé, c'est Michel. Il est en train de régler les charges anti-sous-marins. Il y en a une qui est tombée en fait par accident et en fait elle vient d'exploser et en fait on vient de faire du bruit, je crois là. Donc toute la flotte fait. Ils n'ont pas le droit de parler, je vous le rappelle. Donc c'est un petit peu sec, mais là tout le monde dit mais c'est pas vrai d'être aussi con. Donc bon, à bord du USS Iowa, on dit non mais pas de panique, Monsieur le Président. Notre flotte est parfaitement compétente, on va vous le prouver. On va faire un exercice d'attaque et vous allez voir, la flotte sait se défendre. C'est pas juste ce genre de couillon. Donc eux, ils sont punis, on les met dans l'équipe d'attaque. C'est l'équipe qui doit perdre. Hein. Et donc, exercice de tir à la torpille. Ils ont des tubes lance-torpilles qui sont vides, hein, rassurez-vous. Donc on dit, allez, vas-y, tire une torpille sur la Iowa, clic. Tire une torpille sur la Iowa, clic. Tube 2, tube 3, tube 4. Il y a Michel, il réparait le tube et puis il a oublié de retirer la torpille. Puis en fait, il l'avait armé parce qu'en fait, hier soir et tout, il est parti manger plus tôt parce qu'il n'y avait plus de place à la cafette. Alors, ouais, enfin, là, on a une torpille qui part sur le président des États-Unis, espèce de con. Bon, putain. Faut qu'on les prévienne. Ouais, mais on n'a pas le droit à la radio. Merde. Demande au mec qui fait du morse. Go, 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 mec qui fait du morse. Le mec pense à l'ordre. Le plus vite possible, il communique. L'USS Iowa fait ici, le porteur, on vous soutient. Ils font putain, je crois que je viens de me planter de message. Merde. Le mec s'est planté dans son code. Bon, on va briser le silence radio. Et donc, avec un vieux code pourri, genre, il y a une saucisse qui va vers le gros poisson, si tu vois ce que je veux dire. Bon, ils font, non, mais c'est pas vrai. Donc, les gars regardent et voient effectivement un truc qui arrive droit vers l'Iowa. Oh non, des dieux de merde. Donc, l'Iowa manœuvre, esquive la torpille qui arrive droit vers eux. Les mecs font putain, c'est pas vrai quand même. Et donc, pardon, désolé, hein, c'est Michel, tout ça, la cafette, je vous ai expliqué. Bon. Donc, les gars, on dit bon, il faut qu'on détermine soit c'est des putains d'espions nazis ou japonais, soit c'est des gros cons. Il y aura une enquête qui détermine, c'est des gros cons. Les mecs sont stationnés aux Bermudes, genre on va faire des tests de QI. Alors tu sais, 27 c'est pas beaucoup. Réfléchis à respirer, parce que là je te sens concentré sur autre chose, hein, tu deviens tout bleu. Bon, voilà. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, quelque part... En fait, désolé YouTube, mais c'est un peu la SECPA de la marine. Donc voilà. Alors, revenons à nos moutons, car on se dit, bon, il y a quand même un équipage sur ce navire, il faut bien faire quelque chose. On va les mettre là où ils feront plus chier, on va les mettre en Alaska. Alors, la guerre en Alaska, ça va. Hein. Bon. Et donc, ils sont stationnés sur une base où on n'entend plus parler d'eux, jusqu'au jour où, en pleine nuit, le commandant de la base est réveillé par une grosse explosion. Ouvre sa porte et découvre que son jardin est un cratère. Il regarde vers les quais, il y a un canon qui fume. Bon, je vous dis pas le nom du navire, je pense que vous avez deviné. Hein. Les mecs organisaient une petite fête, puis il y a Michel, il voulait draguer. Et en fait, il y avait une fille et tout, elle disait non, mais genre, tu sais pas tirer au canon, il a fait si, regarde. Puis en fait, il y avait un obus parce qu'à la cafette, l'autre jour, je vous explique. On dit putain, mais à quel niveau de connerie vous êtes, quoi? Enfin, c'est juste pas possible. Donc on dit bon, on va vous envoyer en mission, puis avec un peu de bol, les Japonais vont vous tuer. Ça vous ferait plaisir, hein, on va pas se mentir. Et donc les mecs partent en mission pour escorter des navires. Ils arrivent à faire des choses, à abattre 2-3 avions qui approchent de navires qui doivent escorter. Tout a l'air de bien se passer. Jusqu'en juin 1945. Sachez qu'entre-temps, d'ailleurs, une blague commence à se répandre dans toute la Navy. Dès qu'on affecte à n'importe quelle flotte le porteur, tout le monde sur sa radio va déclarer « Ne tirez pas, nous sommes républicains !» Et les mecs font « Ah, c'est marrant, genre, ça va, ça arrive les erreurs, c'est bon quoi, connard !» En juin 1945, il y a la bataille d'Okinawa. Et là, les Japonais envoient du kamikaze, et donc il faut tirer sur des avions qui piquent de plus en plus bas, et le porteur tire. Oh. L'USS Luce vient de prendre une rafale de canon du porteur, qui a tiré un peu bas. Le Luce brise le silence radio, mais de grosse merde! Toute la flotte se fout de... Non mais c'est Michel, hein, parce que tu comprends? C'est problématique.
Et en fait, sachez que pour que ça reste une blague jusqu'au bout, le lendemain, 10 juin 1945, l'USS Porter sera coulé sans faire la moindre victime. Rassurez-vous, c'est pas eux qui l'ont coulé tout seul. Hein. C'est les mecs qui diront, mais c'est le destin. C'est genre Dieu a dit, ça suffit maintenant, on arrête la blague, elle a été assez drôle, on envoie. Donc du ciel tombe un avion japonais solitaire. Tout le monde dit, bon, sur qui il va tomber? Il vise le porteur. Genre, tu dis, mais pourquoi tu vises le navire le plus petit? Qu'est-ce que tu branles? Le porteur voit l'avion arriver, fait, oh merde, l'esquive. Le kamikaze s'écrase juste à côté, tombe en dessous, explose en dessous, ça fait une bulle d'air sous la coque. Résultat, le bateau s'ouvre en deux. Les mecs font, bon, faut évacuer alors. Résultat, ils évacuent. Tout le monde est sauvé, hélas. Et l'état-major américain prendra la décision que plus jamais on ne nommera un navire le William D. Porter, parce que visiblement ce nom, c'est la méga commune de l'enfer. Voilà pour un navire qu'on ne battra jamais. Alors celle-là, je pense que vous êtes un certain nombre à la connaître, mais on va en parler, surtout qu'en plus, pour le coup, j'ai travaillé récemment avec Nota Bene dessus, donc on va, voilà. C'est une histoire qui se passe aussi en 1942, c'est un peu monothématique, mon histoire, mais qui est longue, parce qu'elle commence en Afrique, et plus exactement en Libye. À savoir qu'en 1942, Rommel, général allemand, le soulagement des nazis de la salle, vous comprenez, c'est important. Hein. Après, ils sont tous excités. Bon. Ils sont bien, ils sont bien. Il faut regarder la vidéo d'Astrono Geek pour comprendre pourquoi il y a ce genre d'applaudissements. Hein, parce que pensez aux gens, bordel. Hein, bon. Et donc, Rommel est dans le désert. Il est venu en aide à ses alliés italiens pour la simple et bonne raison qu'ils sont en train de repousser les Anglais encore et encore. Et bientôt, ils vont arriver en Égypte. Et s'ils arrivent en Égypte, ils vont pouvoir s'emparer du canal de Suez. Rommel est un petit malin. L'une de ses ruses préférées, c'est de faire croire qu'il a une grosse armée, alors que pas du tout. Et donc, notre ami Rommel, sa stratégie, c'est il fait passer ses tanks devant. Derrière, il met des camions. Il fait ouvrir les capots des camions, sortir les ventilateurs pour propulser du sable derrière lui. Donc, vue d'avion, on voit une colonne de chars qui dégage une poussière gigantesque. Et on ne peut pas voir les véhicules qu'il y a dans la colonne. Donc, c'est juste, oh mon Dieu, il y a des millions de chars qui arrivent sur nous. Non, c'est 3 chars et 10 camions. Donc, bon, voilà. Donc, ils foncent sur les Anglais. Et il se trouve qu'à Tobrouk, les Anglais ont mis une ligne de défense qui court de la côte, vraiment tout au nord de la Libye, jusqu'à vraiment au désert libyen où logiquement on ne passe plus. Et donc, le général Ritchie, qui commande la 8e armée britannique, dit ils vont tenter l'attaque sur Tobrouk, c'est notre dernière grosse base en Libye. S'ils s'en emparent, ça va être très compliqué. Donc, toutes nos troupes les plus balèzes en haut, et tout au sud, au fin fond du désert, vous me mettez les plus pourris. Effectivement, il existe un tout petit point pourri au fin fond du désert où on va mettre des troupes pourries d'après Ritchie. Sauf que y a un petit problème, c'est que le vrai plan de Rommel, c'est de surtout pas attaquer Tobrouk, c'est de passer par le point le plus au sud, de contourner la ligne et d'attaquer par derrière. Comme ça, voilà, il est malin. On l'appelle pas le renard du désert pour rien. C'est bon, voilà. Donc, le 26 mai 1942, Rommel, avec ses alliés italiens, lance une énorme attaque de diversion tout le long de la ligne. Les Anglais y croient, parce que c'est une sacrée attaque, mine de rien. Rommel, le 27, commence sa manœuvre de contournement, passe dans le désert, contourne l'espèce de petit fort pourri qui est près d'un point d'eau, et va attaquer les Anglais dans le dos. Ça fonctionne, jusqu'à ce que derrière lui, il y ait une explosion. J'ai plus de micro. Et voilà, c'est sabotage exactement. Ah, quel gros malheur. Bon. Et donc, une fois que Rommel a vaincu mon micro, il s'aperçoit derrière lui, il va y avoir une grosse explosion. C'était pour le suspense. Et donc, il se retourne et s'aperçoit qu'il y a ces camions qui sont en train de sauter. Il y a des troupes ennemies qui sont en train de l'attaquer depuis le fortin pourri, là. En fait, les mecs sont sortis pour venir lui péter la gueule. Il fait, mais qu'est-ce que... Mais dites voir les Italiens, ce fort devrait être tombé depuis ce matin, c'est quoi ce bordel? Et donc il y a les Italiens qui disent oh, il y a eu un petit problème. C'est quoi le petit problème? Alors on a attaqué avec toute notre armée et notre division blindée, et en fait on a perdu 32 chars et c'est la moitié de ce qu'on avait, donc c'est embêtant quoi. Pour tout vous dire, il y a même un convoi italien qui se présente très tôt le matin du 27 mai en disant bonjour, on vient livrer les mecs qui ont pris le fort. Ils tombent sur les sentinelles qui font non, t'arrives un peu tôt là en fait. Pour tout dire, je crois que t'arrives même jamais, donc casse-toi. Et en fait, Rommel va sortir ses petites jumelles pour regarder qui sont ces connards qui viennent de le faire chier. Félicitations, il vient de tomber sur la première brigade française libre. Et quand il zoome un peu plus avec ses jumelles, que voit-il? Des troupes venues d'Afrique.
des troupes venues du Pacifique. Il y a des Tahitiens qui se battent là, dans ce petit point qu'on appelle Birakeim, qui a donné le nom d'une jolie passerelle à Paris. Et, accessoirement, là où on commence à entendre des bruits mystérieux dans les pantalons allemands, enfin ils sont en Bermuda, donc c'est bien aéré, ça va, c'est qu'il fait, c'est quoi ça là-bas? Je crois que c'est des fusiliers marins. Ouh. Pour ceux qui ont vu ma vidéo, si tu confies un point à des fusiliers marins, tu vas passer un mauvais moment si tu veux le prendre. Ils zooment un peu plus et ils font, oh mon Dieu, en plus ils leur ont confié des canons. Et puis ils zooment un peu plus, ils ont pas des képis bizarres les gens là-bas? Félicitations, la moitié du régiment c'est la Légion étrangère. Rommel vient d'être attaqué à revers par la Légion étrangère, qui lui a fait sauter des camions. Il dit, bon les Italiens, moi je continue mon attaque, vous continuez à les attaquer eux, et pour commencer, vous allez étudier les positions ennemies. Ok, il commence à étudier, la Légion étrangère dit, bah, si tu me laisses du temps, moi je t'attaque. Dans les 2 jours qui suivent, il y a 17 chars italiens qui vont arriver des fantassins français. Les fantassins français commencent à leur tomber dessus, et en fait, ils perdent 5 chars sur les 17 qu'ils avaient déployés. Ils font, putain, on se casse! Ils font, mais c'est pas normal, c'est nous qui vont tuer les fantassins. Oui, mais quand Légion pas contente, elle toujours fait rincer. Bon. Les mecs disent, c'est pas grave, on va envoyer une plus grosse attaque. Ramenez tous les chars. Ils renvoient tout. Ils envoient. Ils en perdent 43. 180 prisonniers. Fait chier. La zone est en fait un énorme champ de mines, avec au milieu des tranchées des canons anti-aériens maniés par des fusiliers marins, des artilleurs, enfin voilà. Et à la tête, le général Koenig qui fait « Non mais moi ça va bien ». Au point que les Italiens commencent à encercler la zone, et il y a encore des convois français qui arrivent à passer, avec des Anglais à bord, et Koenig dira même au premier convoi « Mais vous savez, vous pouvez rester prendre le dîner, hein, ils ne nous emmerdent pas trop ici. » Donc, bon, c'est un peu humiliant quand même. Donc, ce que Rommel va faire, c'est que il va gentiment aller appeler un petit peu de renfort. Donc il dit, vous continuez à attaquer, mais vu que vous êtes des buses, les gens vont leur demander de se rendre. Parce que là, ça commence à bien faire. Dites-leur qu'ils sont encerclés, dites-leur qu'ils doivent se rendre. Ils vont envoyer une délégation d'Italiens. Koenig parle pas italien. Il comprend, ouais, faut que tu te rendes, général Rommel, tout ça. Il fait, ouais, non mais ok, mais casse-toi en fait. Les Italiens repartent, genre, bon bah ok. Mais là où ça va commencer à moins rigoler, c'est que Rommel, à partir du 1er juin, arrive avec ses troupes allemandes et commence à déployer de la grosse aviation. Donc il y a entre autres des Stuka qui commencent à tomber sur la cible. Les Stuka sont des avions qu'on voit entre autres dans le film Dunkerque. C'est des avions, quand ils tombent, ils piquent comme ça pour tomber très précisément sur leur cible. Et en plus, ils ont des sirènes qui hurlent quand ils piquent. Souvent dans les films, quand il y a un avion qui s'écrase, on entend un... Ben, en fait, c'est un bruit de Stuka. Bon. Donc qui attaque. Alors ça fait mal, mais pour tout vous dire, les fusiliers marins vont perdre un canon qui se prend une bombe en plein sur la gueule parce que les fusiliers marins ne sont pas partis à l'abri. Ils ont dit non mais nous on continue à tirer, canon anti-aérien, même si nous fonçons droit dessus, mais on va t'abattre gros con. Donc voilà. Donc ils se prennent une bombe et il y a même un camion qui est plié en deux. Le camion était à demi enterré et ça plie en deux le camion, mais ça démarre le moteur, le souffle des bombes, ce qui veut dire que si demain votre bagnole est en panne, sachez que par une attaque de Stuka, on peut démarrer le moteur. C'est bon à savoir. Et donc là, Rommel dit bon ça commence à bien faire les conneries, continuez à attaquer. Les attaques échouent. Ils bombardent, à chaque fois qu'ils bombardent, les Français ripostent. Les mecs, bon, ça commence à bien faire, mais Rommel comprend qu'il y a des convois qui arrivent à se faufiler dans les lignes ennemies. Il fait bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer l'aviation sur la gueule des camions français quand ils tentent de passer. Un convoi français qui était venu ravitailler le camp tente de sortir, et là, au moment où il est dans les dunes, qu'est-ce qui va arriver sur lui? Il va arriver des Messerschmitt 110, soit de gros avions qui volent très très bas et qui viennent pour les découper. Bon, bah là, il y a un camion qui retire sa bâche, et puis il y a des fusiliers marins. Les Messerschmitt sont abattus l'un après l'autre, ils volent si bas que l'équipage du canon dira qu'ils ont pris de l'huile de moteur sur la gueule pendant qu'ils combattaient. L'un des camions est coupé en deux par l'aile d'un avion, tellement ça vole bas, pour vous dire voilà. Mais les Messerschmitt sont mis en déroute parce que les fusiliers marins disent, tu te souviens du canon que tu nous as détruit? C'était des copains, et on touche pas aux copains. Donc il faut ok, on s'en va. Ils s'en vont. Et alors c'est pour ça qu'il faut que je prenne mes notes, parce qu'ils font tellement de conneries durant ce truc, c'est assez formidable. Donc, ils continuent à les bombarder, et là Rommel dit, on va redemander qu'ils se rendent, et cette fois on va leur demander en allemand. Rendez-vous, vous serez exterminés. Koenig, en substance, hein, il l'a dit plus poliment, il est comme ça, il est français, que diable. Et donc, il envoie son petit message, et Rommel dit, ok, vous serez exterminés. Le bombardement commence, les Français tentent de riposter au maximum. Ça se passe bien au début, parce que mine de rien, l'encerclement se resserre petit à petit, au tel point que même les régiments du train qui sont censés ravitailler par camion
la place, on leur dit il n'y a plus que les volontaires qui ont le droit de conduire, tellement c'est devenu dangereux. Un matin, à 4h du matin, un officier allemand arrive en jeep, enfin en Kübelwagen, pour se présenter aux portes du camp. En fait, il va se présenter à l'issue du périmètre et il arrive en disant « Parlez-vous anglais ?» Et il le dit en anglais. La sentinelle est un légionnaire allemand. Mais quoi? Mais pourquoi tu me parles comme ça? J'entends bien que tu es allemand. Et le mec qui insiste, genre « Parlez-vous anglais ?» qui demande en anglais. Non, ta gueule, en fait. Bon. Donc les deux Allemands se retrouvent l'un contre l'autre, donc c'est intéressant. Et l'Allemand lui dit de façon, l'officier allemand lui dit non, je dois voir Koenig et je dois lui dire de se rendre parce qu'apparemment vous n'avez pas compris. On vous a dit une fois en italien, une fois en allemand, donc c'est que vous comprenez pas en fait. Mais non, ça c'est pas qu'on comprend pas en fait, on comprend bien, c'est juste qu'on t'emmerde. C'est plus simple. Et lui, de toute façon, j'ai pas le droit de te laisser rentrer. Non mais je suis officier allemand. Oui, mais t'as pas de grade chez moi, mon lapin, donc bon. L'officier allemand, vexé de se faire chasser par un simple soldat, prend son Kübelwagen, fait demi-tour et je vous ai parlé du champ de mine. Rassurez-vous, il en sort indemne. Et la sentinelle, donc le légionnaire allemand, voit l'officier qui sort en titubant de son véhicule détruit et dit « Ouais, bah rentre chez toi, ça t'apprendra à nous réveiller si tôt !» Bon. Encore une fois, pas réveiller le français. C'est pas bon signe. Résultat, Rommel dit « Non mais 3 fois qu'on leur demande, 3 fois, bon là ils ont dû comprendre, on va leur ratiboiser la tronche. » Là, ils envoient un maximum d'avions bombarder la zone. Ça commence à faire mal, mais ils en perdent énormément parce que les fusiliers marins ne se planquent pas, continuent à les abattre l'un après l'autre. La RAF, appelée à la rescousse, commence à envoyer des Spitfire sur place. Donc ça commence à être la grosse baston au-dessus, il y a des combats, des avions qui s'écrasent partout. Il y a même des moments où il y a tellement d'épaves par terre que les Français font des sorties pour mettre le feu aux épaves, pour dire « Ceux-là, ils sont détruits, hein !» C'est ceux-là qui nous font chier là-bas, hein? Dis donc. Donc, résultat, ils ont une excellente couverture qui va pouvoir les aider, mais qui est hélas insuffisante. Les Allemands attaquent de plus en plus et vont lancer plusieurs grosses séries d'assauts à la fin de la première dizaine de juin. Dans l'un de ces assauts, ils arrivent à s'emparer d'une position d'artillerie. Les artilleurs se battent jusqu'au bout et au corps à corps. Dans l'un de ces assauts, ils prennent d'assaut une tranchée, ils tombent sur les légionnaires. On va te manger. Effectivement, on ne retrouvera pas beaucoup d'Allemands dans cette tranchée. Et les légionnaires diront non mais ça va en fait, c'est pas mal. Ça a un peu le goût de poulet. Bon. Donc il y a quelques problèmes qui vont leur tomber dessus. Et puis finalement la position devient vraiment intenable. Et donc les Anglais leur disent les mecs, ça fait 14 jours que vous êtes dans ce foutu bordel, vous avez le droit de partir. Ah bah oui, bah c'est gentil, hein, bon. Donc les Français disent on va sortir de nuit, on va faire un convoi, on va forcer l'encerclement. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on fasse un trou dans nos propres mines pour pouvoir passer. Et on tente la sortie. De nuit, le génie va commencer à creuser, à déminer sur un secteur qui est si peu large que seul un camion peut passer de front. Tout le monde devra passer à la queue leu-leu. Ils font ça, on évacue tout le monde, on laisse sur place que les blessés les plus graves. Et dans la nuit du 10 juin, les mecs vont tenter une sortie. Koenig va passer. Lui, on a la bonne musique qui va avec, les Avengers, tout ça. Il manque une BO. Donc en fait, Koenig a une voiture et dedans il y a la seule femme d'ailleurs qui a participé au siège, qui est une Anglaise qui conduit sa voiture et donc il dit bon bah on y va. Les mecs sortent en camion, ils ont aussi quelques petits véhicules chenillés, ils tentent de se faire le plus discret possible et là gros problème, ils voient une fusée qui part des lignes italiennes qui les entourent et qui illumine tout le convoi. Ils sont repérés et là les canons commencent à tomber dessus et ça commence à faire mal. Il dit bon bah ok, les fantassins vous sautez des camions, vous allez ouvrir la voie. Les fantassins sautent des camions, courent, c'est souvent des mines anti-véhicules donc ils peuvent passer dessus, courent et se jettent sur les canons, les mitrailleuses ennemies. Bon bah, je vous cache pas que quand de nuit, vous avez la Légion, les fusiliers et compagnie qui vous tombent dessus, ça se passe pas bien. Hein. Plus les troupes d'Afrique, plus les troupes du Pacifique, enfin, c'est vite compliqué. Résultat, non seulement ils arrivent à faire que ça passe, mais il y a même des Italiens qui sont un peu effrayés parce qu'il y a un Français, il a un petit véhicule à chenilles, et il a dit je vais la jouer bataille de Stone, pour ceux qui connaissent. Donc plutôt que de détruire les canons italiens, il roule sur les servants. C'est un de ces canons italiens qui sera obligé de tirer dessus pour l'arrêter en disant « Oh, stop !» Bon. Mais ils ont réussi, ce qui fait que à 5h du matin, le camp est vide, les mecs ont réussi à partir, et Koenig était dans sa bagnole avec son bâton à faire « Ya !» façon charge de cavalerie, et les mecs sont passés, ont réussi à se frayer un chemin hors de l'encerclement. Ils devaient trouver les renforts anglais sont un peu plus loin. Et en fait, on a une photo d'eux, si vous cherchez sur Bir Hakeim, où on peut voir des mecs marchant dans le désert, pour beaucoup des légionnaires, en train de faire « Ouais !» parce que ça y est, ils sont passés, les mecs sont sortis, et ça tombe très bien, parce que c'était le 11 juin, Rommel lance sa plus grosse offensive, visant à exterminer tout ce qui reste dans la poche, fonce, il n'y a pas un coup de feu, et quand ils rentrent, sur quoi ils tombent? Des blessés qui font « Niquer !»
Pour l'anecdote, sachez que le blessé se bat jusqu'au bout, c'est-à-dire que dans les dernières heures de la bataille, il y a un canon de 88 allemand, qui est un gros canon, qui tire un obus sur un canon de 75 français, le canon explose, tue tous les servants. Et dans l'une des tranchées voisines, les mecs verront un des servants qui se relève, qui regarde sa main, ah ben en fait il n'y a plus de main, qui attrape un obus avec le moignon, c'est un légionnaire, j'en profite, qui charge, qui verrouille, avec l'autre main, il tire, il détruit le 88. Hein. Donc, sachez donc que la conclusion de cette histoire, et que conclura d'ailleurs cette conférence, soit dit en passant, c'est que Rommel dira « Ok, un général français qui n'est pas prêt de se rendre, ça fait mal ». Hitler dira « Vous avez vu comme ils sont forts ?» Les louanges d'Hitler, ça existe. Donc voilà, on les a. Lui, ça lui allait parce qu'il allait rappeler que les Français étaient forts. Il avait perdu contre en 14, donc ça avait son importance. Et même la presse collaborationniste de Vichy écrira que c'est des traîtres. Mais qu'est-ce qu'ils se battent bien? Voilà, quant à Rommel, il a perdu 14 jours. En 14 jours, les Anglais ont fait débarquer des troupes supplémentaires pour venir en renfort de leur ligne, ont pu les déployer devant une ville qui s'appelle El Alamein. Reprendons Tobrouk, et en fait, Rommel perdra en bonne partie justement la campagne d'Égypte à cause de quelques légionnaires, leurs compagnons fusiliers, les troupes d'Afrique, les artilleurs, les Tahitiens, qui étaient effectivement dans ce petit fortin merdique au fin fond du désert. Et à cause de ce pauvre petit fortin pourri, eh ben voilà, ils ont perdu en bonne partie l'Afrique. Et aujourd'hui, vous avez donc une passerelle à Paris qui s'appelle la passerelle de Bir Hakeim. Maintenant, vous savez pourquoi. Voilà. Alors j'en profite, bon je fais ma pub juste pour dire que moi après j'en dédicace juste là-bas, mais surtout on va accueillir l'excellent Corben qui va prendre la suite de cette conférence. Donc monsieur Corben, mais venez donc. Voilà, moi je vous remercie en tout cas d'avoir été patient. Si vous avez des anecdotes de merde, j'en raconte toujours là-bas. Voilà, braves gens, merci à vous. Bravo, bravo, merci.